Oui, donc je suis Sylvie Apry, je suis professeure d'histoire contemporaine donc à l'université de Nanterre. J'ai été antérieurement professeure à l'université de Lille et j'ai également enseigné comme maître de conférence donc à l'université de Tours. Mes spécialités, je suis historienne donc du contemporain, mais plus spécifiquement donc du 19e siècle, du 19e siècle français et européen. Et j'ai plus particulièrement travaillé sur l'histoire politique et sociale du 19e siècle, à travers notamment donc l'étude des périodes, enfin, de la période de la Seconde République et de la Révolution de 1848. Et je travaille également, de façon plus particulière, donc, sur la question de l'exil politique au 19e siècle, donc des mobilités politiques contraintes, sur lequel donc, j'ai écrit plus spécifiquement depuis une quinzaine d'années. Voilà. Alors, il y a tout un faisceau de raisons, qui sont des raisons, j'allais dire, d'histoire immédiate, et puis qui tiennent à la plus longue durée. Disons que la raison sur la plus longue durée, c'est celle finalement de certain inachèvement de la Révolution française, et donc de la Première République, inachèvement brutal, lié évidemment donc, au fait que la République a été remplacé donc par le Premier Empire. Mais donc, l'idée qu'il y a comme ça quelque chose qui est un objectif à atteindre, une espèce d'horizon d'attente, qui serait donc de retrouver un régime donc républicain. Donc là, vous voulez, c'est bon, c'est quelque chose à long terme. Et puis, donc, il y a des raisons qui sont j'allais dire, plus proches, qui sont donc le fait qu'il y a une seconde révolution en 1830, révolution donc qui a abouti non pas à une république, mais à un changement de régime monarchique, avec donc une monarchie donc censitaire, plus libérale, donc avec donc Louis-Philippe, roi des Français, donc où le sens, c'est-à-dire donc le droit de vote est élargi. Mais cette monarchie donc restaurée, plus libérale, qui n'est plus l'idée d'un retour à l'ancien régime, ne satisfait évidemment pas une grande partie de ceux qui ont pour objectif une république, et surtout donc une république sociale. Voilà, donc il y a, si vous voulez, donc des mécontentements assez lointains qui se sont exprimés d'ailleurs à plusieurs reprises, surtout enfin, au début du régime, notamment par les deux révoltes des Canuts en 31 et 34. Et puis donc qui vont peu à peu donc se coaguler en quelque sorte ces mécontentements à travers ce que l'on appelle la campagne des banquets, qui donc, à partir de 1847, est une forme de revendication à une époque où on ne peut pas manifester dans la rue, donc où l'on fait des banquets qui sont donc dans des lieux privés, donc où on parle politique, et où on va surtout donc porter des toasts, voilà, donc lever son verre, et on va lever son verre progressivement à la réforme, bon, et puis on va aussi prononcer petit à petit le nom de République. Donc ces réunions vont de plus en plus, si vous voulez, être des formes voilà, de manifestation, de mécontentement, de protestation et d'espoir de changement de, de- de régime politique. Dans la société aussi, il y a des bouleversements qui sont de plus en plus profonds, qui sont liés donc au développement de l'industrialisation et au développement donc d'un mouvement ouvrier, donc qui est un mouvement ouvrier qui se structure autour de journaux ouvriers, de sociétés de secours mutuels, donc qui ont des revendications sociales plus que politiques, et qui ont trouvé notamment donc dans un certain nombre de mouvements socialistes qu'on appelait après utopiques, et également donc voilà, de penseurs, qui ont donc trouvé, si vous voulez, j'allais dire, un substrat théorique,
hein, qui s'ajoutent, si vous voulez, à des revendications qui sont des revendications salariales et autres. Et notamment, donc, Louis Blanc, hein, qui sera donc l'un des hommes de 48, hein, a publié en 1840 un ouvrage très important qui s'appelle De l'organisation du travail et qui donc fédère beaucoup de réflexions, hein, sur ce qui va être un des éléments forts, hein, de cette révolution, qui est le droit au travail. Autre élément encore, c'est l'usure du pouvoir de Louis-Philippe, hein, qui non seulement ne satisfait pas, hein, une partie, si vous voulez, plus à gauche, hein, j'allais dire, de son propre électorat politique bourgeois ou de classe moyenne. C'est un gouvernement qui finalement donc n'est pas une force de proposition. Le personnel politique est âgé. Louis-Philippe a lui-même eu pas mal de, enfin, il a été victime d'attentats. Donc c'est un régime qui est, si vous voulez, donc fragilisé et fragilisé aussi par le fait que on ne voit pas non plus forcément une succession qui serait facile. D'autre part, il y a, alors ça évidemment, ça paraît anecdotique, mais ça a joué un rôle aussi important, comment dire, des affaires de corruption, des scandales, disons, deux gros scandales à la veille donc de la Révolution, hein, mais bon, c'est pas encore qu'elle aura lieu. Il y a un scandale de corruption financière, hein, qui implique des ministres. Bon, voilà, ça arrive tout le temps, mais voilà, c'est assez mal vu. Et puis, il y a aussi un scandale qui est une affaire privée, mais qui devient une affaire publique, qui est le fait que donc Choiseul-Praslin, qui est donc un père qui partit de la Chambre des pairs, va assassiner sa femme, hein, pour des raisons tout à fait privées, mais il va également, pour échapper à la justice donc, et à la guillotine, donc lui-même, donc, enfin, il tue sa femme, il s'empoisonne, pardon. Mais bref, donc tout ça, c'est des affaires privées, mais on considère qu'il a voulu se soustraire à la justice, qu'il a bénéficié pour cela quand même de certaines complicités. Bref, ce sont des histoires, si vous voulez, qui sont assez, voilà, un peu anecdotiques, mais qui vont être mises sur le devant de la scène et dans la presse pour montrer, si vous voulez, finalement, les faiblesses du régime. Dernier point, c'est que nous sommes aussi dans une période de difficulté économique, qu'on a souvent mis en avant, si vous voulez, pour expliquer la Révolution, mais ça n'est pas le seul élément, si vous voulez, paramètre d'explication, parce que cette crise économique, finalement, en la regardant bien, elle s'arrête en 48. Enfin, elle s'arrête finalement même en 47. Mais c'est vrai que, de toute façon, le ressenti, si vous voulez, de cette crise économique est une crise à la fois qui est liée au développement industriel un peu trop rapide, qui a des répercussions sur le monde agricole, financier, et donc bien sûr qui va provoquer des faillites, des fermetures d'usines et donc du chômage. Tout ça donc est évidemment donc ressenti par la population comme effectivement quelque chose qui les fragilise beaucoup et qui donc est mis évidemment euh, au versant négatif du régime, hein. Donc voilà, donc c'est tout un ensemble, si vous voulez, donc de raisons, pas plus l'une que l'autre ne fait la raison de la révolution. Et puis ce qui fait l'immédiateté, si vous voulez, de cette révolution, c'est que justement ces banquets dont je vous parlais, cette campagne des banquets donc doit s'achever par un banquet à Paris. Et les autorités évidemment gouvernementales et parisiennes donc vont tout faire pour interdire ce banquet. Et ce banquet donc sera interdit en février, mais évidemment, on va vouloir passer outre, et c'est au moment effectivement donc de la tenue de ce banquet qui ne devrait pas avoir lieu que la révolution donc va éclater. Et qu'il y a donc cette révolution donc de février 1848. Mais voilà, il n'y a pas une seule raison, il y a tout un faisceau de raisons qui jouent, qui se coagulent, qui se complètent en quelque sorte pour faire voilà, émerger ces journées révolutionnaires. Alors concrètement, donc il y a 3 journées révolutionnaires. Le gouvernement, donc tout d'abord, donc qui ne réussit pas donc à faire interdire la tenue du banquet. Enfin bon, donc la population quand même se masse à l'extérieur. Louis-Philippe va tout d'abord tenter de changer de Premier ministre, hein. Mais bon, cette stratégie donc va échouer. Il va ensuite démissionner, proposer d'être
comme successeur donc son petit-fils, donc proposer une régence, mais tout ça finalement, évidemment, ce sont des demi-mesures par rapport donc à la volonté révolutionnaire. Ce qui va favoriser le succès de la révolution, c'est que la garde nationale, hein, qui donc est une force de police, enfin de police, j'allais dire locale, mais bon, qui est quand même à l'échelle de la cité parisienne, donc va fraterniser avec la population, va refuser, si vous voulez, donc de tirer dessus. Et il y a malgré tout donc des échanges de coups de feu, évidemment, avec l'armée, ce qui va provoquer effectivement donc une effervescence plus grande, des barricades, le développement des barricades, et donc, au final, la proclamation d'un gouvernement provisoire. Voilà, gouvernement provisoire, donc qui va être formé par, il n'y a pas de parti politique, hein, donc par les deux, comment dire, les rédactions de deux grands journaux, hein, qui sont La Réforme et Le National. Et donc, ce sont les membres de ces deux journaux, qui sont les journaux, disons, donc républicains modérés et républicains plus radicaux, qui vont donc proclamer donc la République, qui vont la proclamer donc à l'hôtel de ville, hein, et donc Louis-Philippe va être obligé de quitter, de s'en aller, donc de fuir, donc comme l'avait fait son prédécesseur Charles X. Voilà. Alors ces deux grandes rédactions ou hommes politiques donc qui appartiennent donc à ces deux journaux sont donc les membres du National qui sont plutôt modérés, et puis ceux qui sont donc du journal de la Réforme, qui sont plus orientés donc à gauche, pourrait-on dire, et qui vont donc, eux, réclamer non seulement une forme républicaine, mais qui vont donc réclamer une république démocratique et sociale, hein, mettant donc en avant l'accent sur les mutations, oui, de la société, hein, et notamment donc sur ce dont je parlais, sur le droit au travail. Voilà. Qui va être donc un des éléments majeurs de demande politique et aussi, bien sûr, de tension entre les différentes composantes sociales. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que finalement, la République est assez facilement acceptée. Il n'y a pas véritablement d'hostilité marquée, même de la part des monarchistes, hein, qui finalement vont être très vite ce qu'on va appeler des républicains du lendemain, hein, c'est-à-dire des républicains enfin des républicains un peu par défaut, hein, mais qui ne vont pas donc forcément s'opposer frontalement donc à la République, hein. Donc finalement la République semble relativement bien acceptée par à peu près donc tous. On parle d'une espèce d'illusion lyrique. Bon, on conteste un petit peu cette idée maintenant d'une adhésion totale, mais il y a une certaine méfiance, bien sûr, mais il n'y a pas un refus, une hostilité, il n'y a pas, si vous voulez, la mise en place d'un mouvement contre-révolutionnaire tel qu'on avait pu le voir se mettre en place au moment de la proclamation de la Première République, notamment. Alors là, question évidemment très très complexe. Il faut comprendre le peuple français, c'est plus de 80% à ce moment-là des ruraux, sans vouloir dire que les ruraux sont moins que. Mais c'est vrai que c'est surtout dans les milieux urbains donc qu'on a une certaine voilà, connaissance, réflexion autour de cette question des droits sociaux et la République. On a une question très, très délicate, hein, parce que souvent on considère que le peuple est beaucoup plus conservateur, enfin, le peuple rural, les campagnes sont beaucoup plus conservatrices, hein, qu'elles adhèrent finalement assez facilement à la domination
qui est plus féodale, hein, mais la domination des notables, de l'aristocratie locale. Donc c'est vrai qu'il y a un certain suivisme, hein, il y a un certain, mais en même temps, il y a un souvenir qui est quand même important de Napoléon, hein, qui fait qu'en réalité, Napoléon incarne aux yeux donc de ces populations la grandeur de la France, mais aussi une France qui a fait la Révolution, hein. Donc, il est un peu celui qui a terminé la Révolution, hein, c'est souvent ce qu'on dit, ou qui a voulu la terminer. Mais il y a malgré tout cette idée-là, si vous voulez, cet héritage en quelque sorte aussi, donc d'un voilà, d'un passé qui serait à la fois napoléonien et révolutionnaire en même temps. Donc, il n'y a pas forcément une adhésion républicaine, il n'y a pas d'hostilité marquée forcément à la République, même si évidemment l'idée que la République est assimilée à la terreur, malgré tout, a fait du chemin. C'est-à-dire que on a très peur dans les campagnes, et c'est d'ailleurs comme ça que jouera la, 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 le désamour progressif peut-être d'une partie de cette population, c'est qu'on évoque toujours le fait que les républicains sont des communistes, entre guillemets, c'est-à-dire des partageux, c'est-à-dire qui veulent le partage des terres et qui sont contre la propriété. Or, le paysan français a obtenu, hein, via la Révolution, donc un droit de propriété, en quelque sorte, auquel il est très attaché. C'est vrai que la France est un pays de petits propriétaires, alors pas aussi clairement qu'on le dit peut-être souvent, mais malgré tout, il y a cette idée-là. Donc, c'est à nuancer, si vous voulez. Alors, le peuple ouvrier, lui, qui est en pointe, hein, le plus souvent là-dessus, est effectivement certainement beaucoup plus républicain, mais en même temps, il est pour une république qui est essentiellement sociale et qui n'est pas forcément une forme républicaine telle que on va la mettre en place, c'est-à-dire avec une structure parlementaire et avec un suffrage universel. Voilà. Dans la droite ligne de ce que je vous disais, je dirais que c'est le droit au travail. Simplement, vous allez me rétorquer, et on me rétorquerait assez facilement, que le droit au travail ne sera jamais voté. Donc, c'est une mesure qui ne sera jamais finalement actée, mais qui est, si vous voulez, la revendication, la formule, si vous voulez, qui est majeure au départ. On rappelle très souvent que lorsqu'on demande à Proudhon, qui a des socialistes anarchistes, hein, bon, de cette période, de quel nom, enfin, quel est le nom de la révolution de 1848, il dit droit au travail, hein. Donc voilà, donc si vous voulez, c'est cette idée, c'est que voilà, et c'est ce dont on parle constamment en mars, avril, mai. Donc jusqu'en juin 48, vraiment, c'est cette question de droit au travail et de mise en place donc d'une commission, hein, qui donc à partir de mars, enfin février-mars, donc qui s'appelle la commission de Luxembourg, et qui va donc essayer de mettre en place une sorte de programme autour de cette question du droit du travail qui va faire venir à peu près donc tous les acteurs sociaux pour leur faire. Voilà, donc il y a un énorme travail, si vous voulez, de réflexion, hein, sur ce droit au travail et qui va être également donc mis en place, enfin, ou intégré au premier projet de constitution de 48, qui est première mouture en quelque sorte, qui est faite en juin, mais à la veille donc de la seconde révolution donc de juin. Et donc, ce droit au travail, il est vraiment dans l'article 7, enfin, il a une place à ce moment-là. Bon, mais cette constitution ne sera jamais, enfin, ces articles-là ne seront jamais votés. Alors, je vais vous dire effectivement, comme tout le monde, hein, que ce qui est le plus important, ce qui a été voté, bah, c'est l'article, enfin, pardon, c'est le suffrage universel masculin, puisque de toute façon les femmes n'ont pas le droit, qui a été donc le décret donc mis en place le 5 mars. Bon, c'est vrai que c'est l'avancée certainement donc la plus importante, mais finalement c'est pas ce qui va faire le plus débat au final à ce moment-là. Alors on pourrait aussi bien sûr donc parler de l'abolition de l'esclavage,
fait aussi partie des premiers décrets, des premières mesures. Donc voilà, c'est des choses concrètes qui ont été mises en place durant donc cette période-là. Oui, alors je vous remercie tout à fait de cette question parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance, et on essaie un petit peu maintenant d'ouvrir tout cela, donc à ne considérer que la situation française, de ne voir que ce qui se passe effectivement à Paris et de voir ce qui se passe dans le reste de l'Europe, voire du monde, comme des choses qui seraient dépendantes en quelque sorte de la France. Or, finalement, et si je reviens finalement sur les les raisons de cette révolution de 48, finalement, elles sont aussi européennes, puisque donc il y a des mouvements déjà de protestation hein, qui ont lieu donc depuis 1846 en Europe, des demandes de réforme, des demandes d'ouverture du suffrage, des revendications aussi donc nationales que l'on retrouve donc dans de nombreux pays européens, en Italie, en Suisse notamment, hein, qui a une sorte de révolution déjà en 47. Et donc voilà, donc il y a, si vous voulez, partout en Europe hein, déjà, lié aussi hein, aux difficultés économiques, hein, qui ne touchent pas évidemment que la France, donc un climat, si vous voulez, de tension politique et sociale, donc qui est assez fort. Voilà. Donc un climat global qui fait que quand la révolution a lieu à Paris, qui n'est pas le premier lieu de révolutionnaire de l'année 48, puisque déjà on a donc des journées révolutionnaires qui ont lieu auparavant, donc à Palerme et à Milan. Donc voilà, donc il y a des tensions et des journées révolutionnaires avec des revendications qui sont très très proches finalement des revendications parisiennes. Mais ce qui se passe à Paris évidemment en février encourage les mouvements donc dans toute l'Europe. Hein. Donc on dit souvent que Paris est un détonateur hein, pour les révolutions en Europe, ce qu'on appelle le printemps des peuples. Bon, en réalité, le terme qui satisfait le plus les historiens actuellement, c'est plutôt un accélérateur. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas Paris qui va décider, hein, ce n'est pas Paris qui embrase toute l'Europe, mais c'est vrai que pour beaucoup de révolutionnaires européens, le fait qu'il y ait une révolution en France les encourage donc à développer leur propre mouvement. Hein. Et le lien, je vais le faire avec le mouvement de Lamartine, c'est que les pays, les révolutionnaires de tous les pays, qui pour beaucoup d'ailleurs sont présents à Paris parce qu'ils sont en exil, hein, donc il y a souvent des communautés présentes donc à Paris de Polonais, hein, d'Allemands, de Hongrois, d'Italiens aussi, hein, qui sont exilés pour des raisons politiques et qui donc sont très désireux d'avoir le soutien de la France hein, et de pouvoir donc s'appuyer sur ce soutien de la France pour donc leur propre mouvement donc qui se mettent en place hein, en Allemagne, en Italie, on a des mouvements comme ça qui vont se développer sur le même rythme, hein, c'est-à-dire avec euh, des destitutions politiques, le départ des rois, des barricades et la mise en place d'un nouveau suffrage et de nouvelles formes de représentation qui se mettent en place donc avec des formes parlementaires ou de pré-parlement comme en Allemagne. Donc, Lamartine sent bien, si vous voulez, qu'il faut qu'il réponde à ces sollicitations qui viennent donc de ces mouvements euh, révolutionnaires et républicains donc présents à Paris. Euh, et il sent aussi que les puissances étrangères sont aussi très inquiètes hein, du soutien que la France pourrait apporter à ces mouvements révolutionnaires. Donc, le manifeste du 4 mars est une réponse de compromis, c'est-à-dire que Lamartine dit aux révolutionnaires européens, je vous comprends, je comprends vos mouvements, je comprends vos revendications, mais il dit aussi très haut et très fort aux puissances étrangères, aux puissances hein, qui sont celles du Congrès de Vienne, hein, c'est-à-dire l'Autriche, la Russie, l'Angleterre, hein, c'est-à-dire les puissances qui ont vaincu la France hein, au début du 19e siècle. Ne vous inquiétez pas, la France n'est plus la France hein, de la Première République, ce n'est plus la grande nation qui partait
voilà, soumettre donc les populations, les rois étrangers et autres, nous n'interviendrons pas à l'étranger. Donc, il y a un système de non-intervention, si vous voulez, donc qui se met à ce moment-là donc en place. Alors, qui évidemment ne satisfait pas les révolutionnaires européens, mais qui en même temps finalement font leur propre révolution. Donc voilà, il y a des délégations qui vont venir voilà, parlementer avec. Mais non, c'est intéressant parce que ça montre bien, si vous voulez, à la fois que la France prend en compte son héritage, un héritage de nation à l'avant-garde en quelque sorte des mouvements révolutionnaires, et qu'en même temps, donc là, on a une république qui se met en place, qui est une république modérée à l'intérieur et aussi modérée à l'extérieur. Alors, c'est difficile de sélectionner un mouvement révolutionnaire. Je ne vais pas vous répondre de façon très précise parce que, je veux dire, chacun de ces mouvements a sa propre identité. Donc, personne ne suit véritablement le modèle français. Mais ce qui est certain, c'est que, et là, donc je fais une réponse plus large, tous les mouvements révolutionnaires vont reprendre un peu les mêmes symboles, les mêmes rituels, en quelque sorte, politiques que ceux que l'on peut voir à Palerme ou à Paris, mais qui évidemment à Paris ont plus grande audience. Donc, on va partout avoir, si vous voulez, cette même symbolique révolutionnaire qui sera celle donc de la barricade, du drapeau également, donc voilà, de mettre en avant, si vous voulez, donc l'unité aussi de la population, même si elle est plus ou moins réelle. Donc ces éléments-là, on va les retrouver à peu près partout. Donc voilà, donc il n'y a pas un mouvement qui serait vraiment celui qui suit le plus la France. La France a, si vous voulez, une situation particulière par rapport à ces autres mouvements révolutionnaires, c'est que la France est déjà un pays unifié. Les mouvements révolutionnaires qui vont se développer, surtout en Europe, donc à partir du mois de mars, appartiennent donc enfin, ne sont pas des États constitués, des États souverains. Donc l'idée de ces mouvements, elle est aussi donc de faire une nation. Donc il y a des mouvements de ce qu'on appelle le mouvement des nationalités qui est très important et qui va d'ailleurs amener finalement des conflits entre ces nations par rapport donc à la puissance dont ils sont les plus redevables. Alors, les liens sont assez forts avec les Allemands, mais surtout avec les Italiens. Et notamment, donc, on a des liens assez forts donc, entre les Français et notamment donc, la République romaine, qui se mettra donc en place euh, aussi donc au printemps enfin, durant l'année 1848. Donc, République romaine, République de Venise sont en lien avec la France, mais bien sûr, elles sont aussi des républiques qui se mettent en place dans un objectif qui est celui d'une unité italienne, qui évidemment n'est pas ce qui est à prendre en considération donc pour la France, donc avec d'autres types de considérations. Mais il y a des échanges et c'est vrai que voilà, le fait de partout, on va voir à peu près, si vous voulez, se développer des clubs politiques qui sont des moyens d'expression. La presse aussi va se développer. On va avoir des mouvements féminins qui vont aussi donc se développer. Mais par exemple, la question de l'esclavage ne va pas se poser pour l'Allemagne ou pour l'Italie, notamment puisque ce pas des pays qui ont des colonies. Voilà. Donc voilà, donc, vous voyez, c'est un petit peu compliqué, mais c'est vrai qu'on retrouve les mêmes éléments, j'allais dire rituels, symboliques, mais qui sont très importants, et puis la nécessité donc de mettre en place un nouveau type de gouvernement et surtout donc de mettre en place un système représentatif, c'est-à-dire que, voilà, que les gens donc mettre en place le droit de vote. Voilà, partout, on va avoir, si vous voulez, la question de qui va être l'électeur et qui va être élu, qui va représenter le peuple. Qui va être celui qui va représenter donc la population. Donc voilà, donc si vous voulez, il y a une circulation des idées autour de cette question donc de la mise en place donc du système législatif, pourrait-on dire. Ça tient évidemment tout d'abord à un humanitarisme, voilà, et puis le fait que ces républicains sont très liés donc aux intellectuels européens.
qui viennent depuis les années 1820 et surtout 30, donc en France. Donc il y a, si vous voulez, voilà, euh, voilà, c'est une démarche, si vous voulez, donc de reconnaissance, d'ouverture, donc à l'égard donc de cette présence donc d'exilés. Alors, les mesures que prend le Rollin ne sont pas exceptionnelles. Hein, elles vont simplement, si vous voulez, mettre fin donc à ce qui était une politique de contrôle et de surveillance, hein, de ces exilés, qui était donc très présent, enfin, un contrôle qui était très important et qui entraînait parfois des expulsions comme celle donc de Marx en 1846, hein, qui est obligé donc de quitter Paris. Donc, si vous voulez, ça fait liberté d'expression, d'accueil aussi, bien sûr, donc de ces exilés étrangers. Parallèlement, il met aussi, enfin, le gouvernement va aussi, dans un premier temps, hein, après ça va très vite se refermer, mettre en place donc une politique d'accueil, mais un petit peu, si vous voulez, dans la tradition de la Première République française. Alors ça, c'était aussi très vite dégradé, mais qui était effectivement d'être le pays de l'accueil des peuples, hein, l'asile des peuples. Hein, voilà, c'est-à-dire que la France accueille les peuples. Bon, sous-entendu, à travers l'asile des peuples, c'est surtout l'asile donc des réfugiés, des intellectuels. Donc, il y a l'hospitalité, si vous voulez, française, donc, qui est mise en avant et qui va donc jusqu'à assouplir aussi donc, le droit de devenir français, la possibilité de devenir français, et donc la naturalisation. Et donc, c'est vrai, il y a beaucoup de naturalisation de ces intellectuels français donc, au cours du printemps 1848. Parallèlement, et c'est paradoxal, mais voilà, c'est deux populations différentes, c'est à ce moment-là qu'on va avoir lieu des mouvements très xénophobes, puisque donc au moment de la Révolution, durant le printemps 48, on va voir donc, alors à Paris, mais finalement surtout plutôt donc dans les régions où ils sont présents, des mouvements contre des ouvriers étrangers. C'est dans le sud de la France, dans le nord de la France et aussi en Normandie. Et donc, il va y avoir des mouvements très violents, hein, donc, pour expulser ces ouvriers, et donc des mouvements assez xénophobes, hein, par rapport donc, à tout cela, et qui vont aboutir, bon, malgré tout, quand même, à des discours gouvernementaux disant que bon, on ne peut pas attaquer non plus, il ne faut pas attaquer physiquement donc ces étrangers, mais aussi petit à petit, hein, à certain contrôle, aussi donc de ces étrangers, et on va donc donner notamment donc au préfet, hein, la, la, voilà, la mise en place, enfin comment dire, la, c'est eux qui vont, ils vont avoir enfin, c'est eux qui vont appliquer la loi concernant donc la présence des étrangers, surtout des étrangers qui sont donc des criminels, des récidivistes, des vagabonds. Voilà. Donc, il y a un certain, si vous voulez, durcissement qui se met en place et qui se met en place donc à une échelle plus locale. Mais donc ça, c'est vraiment parce que de toute façon, il y a une première république en quelque sorte au moment de sa création, et puis j'allais dire, il y a une deuxième république qui va très vite se mettre en place et qui va être une république beaucoup plus conservatrice et qui va conduire bien sûr à sa fin, qui est le coup d'État de Napoléon Bonaparte donc en 1851. Mais c'est vrai que on a comment dire, un gouvernement qui se transforme très très vite, hein, qui transforme très vite sa politique, hein, en moins d'un an. Voilà, on passe d'une république des possibles, très ouverte, à une république qui ressemble beaucoup plus finalement à un régime conservateur, à mi-chemin entre le libéralisme de Louis-Philippe et puis le Second Empire tel qu'il va se mettre en place. Alors, il y a plusieurs tournants. Le premier tournant, c'est juin évidemment 1848. C'est-à-dire que pour reprendre le fil,
cette tension, hein, autour des objectifs de la République, c'est-à-dire qu'elle soit simplement une forme politique ou qu'elle aille au-delà, hein, donc de simple forme politique, aboutit à la mise en place donc d'ateliers nationaux, hein, c'est-à-dire donc forme de travail donc organisé par l'État pour résorber la question du chômage, hein, qui est très forte à Paris, en raison de la crise économique, mais surtout, hein, au fait que la période révolutionnaire, évidemment, est une période d'incertitude et que donc il y a beaucoup d'entreprises donc qui sont à l'arrêt, et aussi donc que cette situation se reproduit évidemment dans toute la France et que pensant trouver du travail, donc un grand nombre d'ouvriers donc se sont dirigés vers Paris. Donc on va mettre en place ces ateliers nationaux qui sont dans la droite ligne, hein, évidemment, de la pensée de Louis Blanc sur une réorganisation ce qu'on appellerait, ce qu'on peut appeler au XXe siècle, une forme d'autogestion, c'est-à-dire donc que les ouvriers donc s'organisent eux-mêmes donc pour mettre en place leur travail sans avoir forcément des patrons. Donc ces ateliers qui sont simplement, j'allais dire, une forme assez conjoncturelle, hein, de lutte contre le chômage, donc vont très vite apparaître comme un lieu dangereux, comme un lieu de débat politique, donc vont être très vite donc stigmatisés donc par les républicains les plus modérés, par les républicains du lendemain qui sont encore très conservateurs et qui restent quand même assez méfiants à l'égard de cette république, qu'ils ne veulent pas qu'elle déborde finalement de son cadre finalement institutionnel. Donc, on va réclamer la fermeture des ateliers nationaux. Et cela va être d'autant plus porté que le suffrage universel qui se met en place donc pour mettre en place une assemblée constituante donc au mois d'avril 1848, donc qui est la première fois où la population française, les Français donc votent au suffrage universel. Ils vont voter massivement. L'assemblée qui se met en place n'est pas du tout une assemblée très radicale, c'est une assemblée plutôt modérée, voire monarchiste, conservatrice. Donc, s'appuyant, si vous voulez, sur les résultats électoraux, euh, cette constituante donc va réclamer le départ du gouvernement provisoire et aussi la fermeture des États nationaux. Et donc c'est la fermeture de ces États nationaux qui va provoquer donc cette seconde révolution de juin, hein, qui va là clairement opposer finalement les républicains modérés, hein, pour faire vite, les républicains modérés et leurs alliés conservateurs, hein, au peuple parisien qui lui donc voulait une révolution donc plus sociale. Donc on a, si vous voulez, là une forme de guerre civile qui oppose donc des partisans de la République des deux côtés des barricades. Donc là, il y a quelque chose qui se casse, si vous voulez, véritablement, une méfiance qui s'installe donc à l'égard du peuple, hein, et qui est donc certainement un élément majeur donc de cassure. Deuxième moment de cassure, c'est le vote de la Constitution, hein, qui est débattu et qui va être mis en place donc à partir donc de novembre 1848, qui est une constitution, donc là aussi très modérée, qui va rejeter clairement le droit au travail qui n'apparaît pas donc dans la Constitution et qui va rejeter également le droit de vote des femmes. Voilà. Donc voilà, une constitution là aussi donc très modérée. Et puis il y a l'élection du président de la République, bien sûr, à ce moment-là, le premier président de la République, qui, contre toute attente, n'est pas un républicain de la veille, mais qui est un personnage dont on ne sait pas trop d'où il vient, hein, qui vient du passé d'une certaine manière, puisque c'est le neveu de Napoléon Ier, mais qui est quelqu'un qui n'a jamais véritablement vécu en France, hein, puisqu'il était en exil lui aussi, et qui donc apparaît quand même plutôt comme un conservateur, même s'il a publié des textes qui peuvent lui donner comme ça un espèce de vernis socialiste. Enfin bon, donc c'est quand même un échec total donc pour les Républicains, pour le Dru-Rollin, pour Lamartine, hein, qui est vraiment un score assez faible. Et les deux autres, les autres candidats qui sont Louis Blanc, qui sont Général Cavaignac, qui est finalement l'homme qui a repris en main la République après les journées de juin. Voilà, donc voilà, des tournants, et puis qui vont, j'allais dire, le tournant décisif qui va la entraîner complètement
la rupture, avant le coup d'État, c'est le 13 juin 1849, qui est une journée de manifestation donc dans les rues dans les rues de Paris, qui se fait donc au nom de l'occupation française à Rome, c'est-à-dire donc finalement le mépris total par rapport à la politique de Lamartine, qui était certes de ne pas soutenir forcément les mouvements républicains, mais de ne pas intervenir. Et là, la France intervient donc pour renverser la République romaine et remettre donc le pape sur son trône. Pas spirituel, parce que ça, bon, c'est autre chose, mais sur son trône temporel, hein, voilà, de, de roi de pape des États pontificaux, enfin voilà, souverain des États pontificaux. Donc voilà, donc on a vraiment là, si vous voulez, une cassure qui va entraîner, bien sûr, parce que cette manifestation va être évidemment réprimée, qui va entraîner le départ en exil, donc de ceux qui restaient encore, hein, qui n'avaient pas été expulsés ou inquiétés après les journées de juin 48, dont le Dru-Rollin, hein, donc des républicains assez modérés qui vont être obligés donc de s'enfuir. Et donc, on a une république qui, de plus en plus, si vous voulez, est une république qui est une espèce de coquille vide républicaine, puisque le gouvernement est un gouvernement très conservateur et que l'Assemblée va peu à peu apparaître comme le seul moyen de tension contre le pouvoir euh, exécutif, hein, et que donc ces deux pouvoirs, le législatif et l'exécutif, donc, vont s'affronter en quelque sorte, hein, en étant. Parce que la Constitution avait finalement été votée dans un esprit de coopération, hein, entre l'exécutif et le législatif. Alors là, finalement, on a les représentants donc, qui vont camper contre le pouvoir exécutif. Et on a une situation qui est une situation inextricable, hein, où chacun va essayer d'obtenir à nouveau, de transformer la Constitution, de voter des pétitions pour la transformer. Et comme elle n'est pas, on ne peut pas la transformer, ben voilà, donc ce qui sort en fait, c'est ce coup d'État donc où Napoléon donc, considère qu'il n'est sorti de la légalité pour entrer dans le droit, en fait. Bon, voilà, c'est-à-dire qu'il considère que c'est inextricable, en quelque sorte, les relations donc, entre l'Assemblée et le président de la République, puisque le président de la République, en plus, ne peut pas se représenter une seconde fois. Donc, il n'est élu simplement pour 4 ans. Et donc, voilà, donc s'il veut se représenter, soit il faut qu'il attende, en quelque sorte, mais ce n'est pas tellement dans l'idée du personnage, ou il fait, donc, comme son oncle, un coup d'État. Donc là aussi, il y a cette question de l'héritage. Voilà, on remet ses pas dans finalement une histoire qui s'est déjà organisée de cette manière-là. Effectivement, oui, ils vont continuer, mais ils ont finalement quand même assez peu, de moins en moins de moyens, en quelque sorte, de se faire entendre. Donc, ce sont surtout des intellectuels. euh, Juin a déjà cassé quelque chose, c'est-à-dire que le peuple ne fait plus confiance finalement à ces élites républicaines. Et on va le voir au moment du coup d'État du 2 décembre, où finalement le peuple parisien va pas tellement finalement se soulever, hein, à l'appel donc de ceux qui restent encore, hein, qui sont encore présents à Paris. C'est surtout en province finalement. La province va surtout se soulever. Ce peuple des campagnes, finalement, aussi, va finalement être souvent peut-être plus républicain, hein, que le peuple parisien, qui, lui, finalement, n'a pas envie de se battre, hein, pour ces républicains qui ne lui ont pas donné satisfaction dans la définition même de la République en 48. Alors, elles sont très nombreuses, ces traces artistiques, parce qu'il y a toute une partie du courant romantique, hein, qui, effectivement donc, se retrouve, hein, dans cette production intellectuelle. Si on pense à la France, hein, tout d'abord quand même, on a des œuvres littéraires qui sont liées, hein, à 48, notamment, hein, l'une des plus célèbres, c'est l'Éducation sentimentale, hein, de Flaubert.
Il y a aussi quelques actions de Baudelaire. Donc voilà, il y a tout un. Alors c'est souvent un peu une production littéraire un peu désenchantée, hein, qui se met en place, hein, parce que finalement voilà, il y a une espèce d'espoir qui a été porté, qui est mort, dont se moque parfois un peu Flaubert, mais Flaubert a des pages vraiment très très fortes, hein, sur la violence physique, sociale, les désordres qui ont lieu à Paris, hein, et qui entraînent d'ailleurs son héros à quitter la France, hein, à partir. Bon, là, il voyagea, il partit. Enfin, voilà, cette idée voilà, d'apolitisme aussi qui se met en place dans une certaine partie des élites, parce que finalement, voilà, elles ont pu croire à une nouvelle société, et puis finalement, cette société n'a pas abouti. Donc, voilà, George Sand est aussi beaucoup impliqué, hein, en 1848. Et elle aussi, donc, se retrouve finalement assez désenchantée, hein, par évidemment l'évolution politique de cette Seconde République en laquelle elle a beaucoup cru. Hugo, lui, va partir en exil en 51, mais il est encore là pendant la Seconde République. Il se bat quand même beaucoup. Et Hugo devient, lui, vraiment, à ce moment-là, un porteur d'idées républicaines. Donc voilà, donc il y a un cheminement politique important qui va faire après de Hugo, voilà, cet opposant fort à Napoléon III. Donc c'est une période importante aussi pour cette gestation, en quelque sorte, politique, pour certains qui vont quand même faire un saut. Pour certains, c'est un désenchantement. Pour d'autres, ça va quand même les amener donc à prendre des positions plus, voilà, plus républicaines, hein, ils vont quitter un certain conservatisme social, se rendre compte aussi, hein, de l'existence de ce peuple et de son rôle euh, politique, hein, voilà. Donc voilà, donc dans toute l'Europe, hein, on a toute une palette de penseurs, hein, qui aussi donc vont s'exprimer, vont développer leurs pensées. De 1848 date, alors même si il a eu assez peu d'écho directement, le manifeste du Parti communiste, hein, de Marx et Engels, hein, qui est publié lui aussi en février 48. Alors, c'est assez confidentiel à ce moment-là, mais c'est quand même pas, j'allais dire, anecdotique que ça soit aussi cette année-là, donc, que paraît ce texte fondateur, hein, donc, des idées communistes. Et puis, voilà, les grands penseurs comme Mazzini en Italie, ou Garibaldi, hein, sont des hommes qui sont profondément marqués et qui ont participé donc à 48, 1948. Donc, ils sont des hommes engagés et aussi des intellectuels et des savants, hein. Donc, il y a une figure aussi, si vous voulez, de l'intellectuel qui naît à ce moment-là, et, euh, et d'hommes donc qui vont circuler entre donc souvent la France, leur pays d'origine, la France, et puis la Grande-Bretagne, hein, où la plupart d'entre eux vont souvent donc se retrouver en exil à Jersey ou à Londres durant les années 1860. Voilà, donc il y a voilà, une effervescence effectivement intellectuelle très forte, peut-être moins picturale. euh, Bon, parce que même s'il y a quand même un concours, hein, euh, la, 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 la- la France de 48, hein, met en place un grand concours aussi de représentation de la République, voilà, auquel participe Delacroix. Enfin bon, voilà, mais c'est une période trop courte quand même pour que véritablement on puisse considérer que les œuvres datent précisément, si vous voulez, donc de ce moment-là. Mais il y a voilà, une effervescence, c'est sûr, intellectuelle qui est assez forte. Il y a aussi des femmes qui s'expriment, hein, à ce moment-là, mais qui vont tenter de s'exprimer donc dans les clubs, dans la presse, mais ça ne va pas produire véritablement une avancée politique. Il faudra attendre près d'un siècle pour que les femmes aient le droit de vote, donc en France. Donc.